Salut camarades. Laissez-moi faire un écart pour faire un travail plus journalistique que de vulgarisation historique à proprement parler, car tout simplement, le recul manque quand on parle d'affaires récentes et non résolues, ce qui ne va pas m'empêcher pour autant de maintenir, comme d'habitude, la même méthodologie que vous me voyez appliquer le reste du temps. Ainsi, j'aimerais vous parler d'une affaire qui, à elle seule, montre clairement que les origines de ce qui se joue aujourd'hui au Moyen-Orient ne sont clairement pas à chercher l'année dernière, malgré le matraquage médiatique en ce sens, mais bien il y a plusieurs décennies. Vous verrez même qu'il est amer tout autant qu'éloquent de constater que les criants parallèles entre l'actualité et le contexte de cette affaire, dont je vais vous parler, sont particulièrement précis. À l'été 2022, après avoir été contacté par une amie militante et ses camarades désirant me parler de cette affaire, je me suis renseigné sur celle-ci, lisant comme à mon habitude tout ce que je trouvais sur le sujet, récent ou d'époque, écrit pour accuser ou pour défendre la personne qui en est l'objet, rachetant même un vieux stock de journaux des années 80 de l'époque donc, pour en retrouver des articles. Ce que j'ai appris m'a tellement abasourdi que j'ai rejoint ces militants, travaillant avec eux pendant plus d'un an, semaine après semaine, et si le but était alors de lancer une campagne de vidéos avec d'autres vidéastes afin de médiatiser cette histoire méconnue aujourd'hui en dehors des rangs militants et de contribuer à essayer de lui apporter une issue favorable, cela ne s'est hélas pas fait, pour plein de raisons. Néanmoins, j'aimerais aujourd'hui faire ma part, même seul, et vous parler de ce qui est sans doute l'une des plus grosses injustices de la Ve République, une vengeance d'État, et même de plusieurs États, un acharnement politico-juridique d'une rare intensité, bref, de l'affaire Georges Abdallah, qui est aujourd'hui le plus ancien prisonnier politique européen. 40 ans de prison. Et vous devriez vous rendre compte qu'il n'est nul besoin d'être particulièrement d'extrême gauche ou même simplement politisé pour être profondément indigné de tel ou tel aspect de cette affaire. La société française a de quoi être remplie de colère et d'indignation par rapport à celle-ci. Et même si je sais que ça ne plaira pas à beaucoup, je m'en fous. Déjà, vous connaissez mon amour du Proche-Orient et les orientations que ça implique aujourd'hui politiquement, mais surtout, à plus d'un titre, l'actualité seule suffit à rendre pertinent le fait d'en parler aujourd'hui, plus que n'importe quel autre jour. Né le 2 avril 1951 à Kobayat, au nord du Liban, dans une famille chrétienne maronite, Georges Ibrahim Abdallah sort ensuite diplômé de l'école normale d'Ashrafieh, à Beyrouth, en 1970, et enseigne. Mais le Liban d'alors est en pleine ébullition et ne laisse guère de place à une vie tranquille. En effet, la jeunesse libanaise n'a guère d'autre choix que de se politiser intensément, que ce soit en raison des profondes inégalités sociales grandissantes au sein du pays, de l'essor du nationalisme arabe ou du renouveau du mouvement national palestinien. De fait, suite d'abord en 1948 à la Nakba, la catastrophe, à savoir l'exil forcé de centaines de milliers de Palestiniens de leurs terres face aux forces sionistes établissant Israël, c'est-à-dire que seuls 156 000 des 870 000 Palestiniens qui vivaient jusque-là en Palestine ne subiront pas cet exil, puis ensuite à la guerre des 6 jours de 1967, 250 000 Palestiniens vivent alors en 1970 au sud du Liban, d'où ils organisent la résistance. Résistance que Georges Abdallah, marxiste révolutionnaire, rejoint dès 1971 au sein du Front populaire pour la libération de la Palestine, le FPLP. Cette résistance consiste notamment aussi en des attentats et des assassinats, parfois d'ailleurs sur des sols étrangers. Mais en soi, comme cela se pratique alors beaucoup, et ce quel que soit le bord politique, la région, et dans le cadre ou non de l'État. Au-delà par exemple de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, on pense souvent aux Brigades Rouges, à Action Directe, à la Fraction Armée Rouge, mais ce serait oublier les attentats commis par le Ku Klux Klan, par Ordine Nuovo ou encore par l'OAS qui est responsable du second attentat le plus meurtrier de l'histoire de France, avec 28 victimes et 170 blessés. Sans compter donc, encore une fois, les attentats d'État, comme les pratiquait le Mossad, c'est-à-dire les services secrets israéliens, on va le voir, ou les services secrets français pendant la guerre d'Algérie. Ainsi donc, rien d'étonnant à ce que la résistance palestinienne applique elle aussi ces méthodes. Mais dès lors, c'est une escalade démesurée impliquant toute la région, escalade que l'Occident soutient la plupart du temps aveuglément, en se rangeant relativement systématiquement ou presque derrière Israël, tout en prétendant jouer les intercesseurs en quête de paix. Ainsi, en 1978, suite à un attentat de l'Organisation de libération de la Palestine près de Tel Aviv, Tsahal envahit le sud du Liban, qu'elle ziote quand même depuis longtemps, ce qu'elle n'a cessé de faire depuis, sur une quarantaine de kilomètres jusqu'au fleuve Litani, rencontrant une farouche résistance, à laquelle participe notamment Georges Ibrahim Abdallah. Résultat, 1100 civils libanais et palestiniens tués, 285 000 réfugiés et 82 villages endommagés, pour 38 civils israéliens tués dans l'attentat de l'OLP, justifiant cette opération de représailles. Évidemment, cela vaut à Israël une condamnation par l'ONU, mais qui est restée sans effet comme tant d'autres depuis.
Pire encore en 1982. Ne renonçant pas au Liban, le Mossad sème le chaos et la zizanie dans le sud du pays depuis 1979, à coups d'attentats à la voiture piégée, tuant plusieurs centaines de civils palestiniens et libanais. Attentats revendiqués par le Front de libération du Liban des étrangers, front qu'ils ont eux-mêmes créé afin, comme l'a dit le général israélien David Agmon, de créer le chaos parmi les Palestiniens et les Syriens au Liban, sans laisser d'empreinte israélienne, pour leur donner l'impression qu'ils étaient constamment sous attaque et leur instiller un sentiment d'insécurité. Ce qui évidemment pousse ceux-ci à répliquer à leur tour par d'autres attentats, justifiant ainsi en juin 82 une nouvelle invasion du sud Liban par Israël, prétextant venir calmer le jeu dans cette guerre à visage faussement ethnique et confessionnel, qu'ils alimentent en réalité en sous-main en finançant par exemple les phalanges chrétiennes et autres milices locales anti-palestiniennes. Résultat, les chiffres varient et sont difficiles à établir, mais les autorités libanaises s'arrêtent à 19 085 morts et 30 000 blessés. L'UNICEF à Beyrouth parle entre le 4 juin et le 15 août de 29 506 victimes, dont 28 406 civils, dont 11 840 enfants, sans compter du 16 au 18 septembre, les 700 à 3 500 personnes massacrées à Sabra et Shatila, deux camps de réfugiés palestiniens, par les phalangistes soutenus par Tzahal. Yasser Arafat, lui, parle pour cette invasion de 49 600 Palestiniens et Libanais tués. C'est donc dans tout ce contexte que Georges Abdallah et d'autres fondent les fractions armées révolutionnaires libanaises en 1979. Leur objectif, à l'instar, comme je le disais, d'autres groupes révolutionnaires, est de frapper leurs ennemis partout où ils se trouvent, à savoir donc bien évidemment aussi en Occident. Ce qui, encore une fois, sont là aussi les mêmes méthodes que celles du Mossad, qui par exemple assassina par balle ou à la bombe à Paris, à Rome ou à Nicosie dans les années 70, ceux qu'ils estimaient être responsables, sans que ce ne soit toujours prouvé, de la prise d'otages palestinienne des JO de Munich en 72 où 11 athlètes israéliens furent tués. Mais, point très important pour la suite, les Farles souhaitent ainsi commettre des actions ciblées. Ils refusent de faire des victimes civiles. L'un de leurs communiqués à l'époque le dit bien et a un écho particulièrement amer avec ce qui a lieu aujourd'hui. Je cite, « Depuis 7 ans, le peuple libanais subit la guerre. Depuis 7 ans, l'impérialisme, sous le couvert de la lutte contre les fanatiques palestiniens, détruit tout ce qui est progressiste au Liban. C'est notre droit de nous défendre. C'est notre droit aussi d'attaquer l'impérialisme partout où il sévit, et en particulier là où il bénéficie du soutien politique du gouvernement en place. Nous attaquons ceux qui organisent le génocide du peuple palestinien. Nous sauvegardons la vie des innocents, même au péril de notre propre sécurité. » Je ne vous demande évidemment pas d'acclamer des deux mains ce genre de pratique, néanmoins, c'était la réalité à l'époque. Et ainsi, en tout et pour tout, les Farles exécuteront 2 personnes à Paris en 1982. Charles Ray, attaché militaire de l'ambassade des États-Unis et membre de la CIA, et Yakov Berchimentov, diplomate israélien et membre du Mossad, notamment, d'après le patron de la DST de l'époque, Yves Bonnet. Il faut aussi compter 3 autres tentatives d'assassinat échouées, dont l'une malheureusement tuera 2 des mineurs. Mais le bilan s'arrête là, bien maigre en comparaison par exemple de tout ce qu'on a évoqué, ou encore de l'attentat de Bologne par les néofascistes des noyaux armés révolutionnaires 2 ans plus tôt, qui fit 85 morts et 200 blessés. Bref, après quoi, de ce que dit son avocat Jean-Paul Mazurier, qui vous allez le voir était pourtant très loin d'être son allié, donc qui peut sembler paradoxalement assez fiable sur cette affaire, et qui connaît Georges Abdallah depuis mai 1982, celui-ci, entre 1983 et 1984, démantèle son réseau en France et s'apprête visiblement à la quitter. Il est même possible qu'un accord ait été passé entre les Farles et le gouvernement français en ce sens. Plus d'action en France, vous quittez celle-ci et on ne vous inquiétera pas. Après tout, d'autres pactes similaires ont eu lieu au même moment, en 1983, par exemple entre le ministre de la Sécurité Joseph Franceschi et le fondateur du Fatah palestinien Abou Nidal, ou encore entre le directeur de la DGSE Pierre Marion et Rifat el-Assad, frère du président syrien. Sinon, comment expliquer qu'Abdallah, le 24 octobre 1984, se jette littéralement dans la gueule du loup ? En effet, ce soir-là, à Lyon, il entre tout bonnement dans un commissariat, nullement apeuré, mais se pensant suivi. Par des agents du Mossad, soupçonne-t-il, mais plus probablement par des agents de la DST, qui s'assuraient peut-être même de sa sécurité dans le cadre de cet éventuel pacte avec le gouvernement, ou qui tout simplement faisaient sa filature. En tout cas, pour quelqu'un présent en France depuis 2 ans, très habitué à vivre en cavale, avec des planques, des faux papiers, etc., et qui est formé depuis de longues années pour ce genre de mission, ça surprend un peu. De même, il reste confiant lorsqu'il est arrêté ce même soir parce que la police, doutant de l'authenticité de son passeport, fouille son logement. On y découvre d'autres faux papiers, des armes, tout en ne sachant pas encore réellement qui il est. Assez logiquement, et sans que ça ne l'inquiète plus que ça, il est donc incarcéré pour association de malfaiteurs, détention d'armes et d'explosifs, et faux et usage de faux. De ce que dit son avocat Mazurier, il est alors toujours tranquille, confiant dans sa libération prochaine, probablement par voie diplomatique, confie-t-il à un autre avocat. Mais tout ça va sérieusement se compliquer, les États-Unis et l'Iran entrant en jeu, les premiers précisément par rapport à lui,
les seconds pour de toute autre raison. L'Iran d'abord, qui en 1979 a connu une révolution renversant le Shah pour établir le régime des mollahs, avec l'ayatollah Khomeini à la tête du pays. Sauf que, avant ça, dans les années 70, la France et l'Iran du Shah avaient conclu des accords, ceux d'Eurodif, pour la construction d'une usine d'enrichissement d'uranium, avec donc uranium et grosses sommes à la clé. Mais la France revient sur l'accord après la Révolution, et en outre, livre des armes à l'Irak quand celle-ci déclare la guerre à l'Iran en 1980. Tout en ayant, du temps du Shah, accueilli à bras ouverts l'ayatollah Khomeini, qui va devenir un ennemi après. Jolie girouette. L'Iran va donc chercher à faire pression sur la France pour qu'elle respecte l'accord nucléaire, qu'elle cesse les livraisons d'armes à l'Irak et également qu'elle libère Anis Nakash. Celui-ci est un ancien membre du Fatah, depuis converti au chiisme et passé au service de Téhéran, sur ordre duquel il a tenté d'assassiner l'ancien premier ministre du Shah, Shapour Bakhtiar, en 1980 en France, ce qui lui a valu une condamnation à perpétuité. Bref, dans le sens de ces pressions, il va y avoir des prises d'otages, mais pas que. À partir de février 1985 et jusqu'en septembre 1986, 13 attentats meurtriers vont ensanglanter les rues de Paris, frappant aveuglément les foules et les lieux publics, faisant 14 morts et 303 blessés. Ils sont revendiqués par un certain CSPPA, comité de soutien aux prisonniers politiques arabes, jusqu'ici inconnu au bataillon, et même assez douteux puisque n'utilisant pas là le vocabulaire employé justement par les militants arabes pour se désigner. Or, ce CSPPA demande la libération de 3 prisonniers. Anis Nakash, donc, leur véritable objectif, Varouyan Garbidjan, membre de l'armée secrète arménienne de libération de l'Arménie, et Georges Abdallah. Mais bien que, et ce sera largement prouvé, l'Iran soit en réalité seul derrière tout ça, ni la DST et son directeur à l'époque, Yves Bonnet, ni le ministre de la Sécurité, qui dépendait de l'Intérieur, Robert Pandreau, n'ont alors de piste. Mais puisqu'Abdallah est sur la liste, ça lui tombe sur le dos. Alors même qu'assez vite, d'aucuns soupçonneront à raison l'Iran. Une première vague d'arrestations a ainsi lieu en ce sens dès février 1986, parmi lesquels on va effectivement trouver certains auteurs des attentats en question, mais sans qu'on le sache encore ou qu'on puisse le prouver. Ils sont donc libérés. Et en attendant, on privilégie donc sans preuve la piste Abdallah. Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, fera même afficher en septembre 1986 dans les lieux publics 200 000 photos de 2 des frères d'Abdallah, Robert et Maurice, avec 1 million de francs à la clé pour tout renseignement pouvant aider à leur arrestation. Pourtant, les frères en question sont au Liban, et le prouvent par conférence de presse. Qu'importe si d'autres preuves sont d'ailleurs fournies, des mandats d'arrêt internationaux sont quand même lancés contre eux. Et évidemment, avec cette piste Abdallah, la presse et la télévision n'ont de cesse de reprendre cette rengaine en accusant les Farles et leur chef Georges Abdallah qui piloterait tout depuis sa prison. Et tout ça, je ne l'invente pas, bien évidemment. Le ministre de la Sécurité Robert Pandreau avouera carrément « Nous avions lancé la piste des Farles sur la base des premiers témoignages, même si nous savions que pour des Français, qui pensaient avoir reconnu des frères Abdallah sur les lieux des attentats, tous les barbus proche-orientaux se ressemblent. Nos contacts, notamment algériens, nous assurent que le clan Abdallah n'est pour rien dans ces attentats, mais ne nous en apporte pas la preuve. Je me suis dit qu'au fond, mettre en avant la piste Abdallah ne ferait pas de mal, même si ça ne faisait pas de bien. En réalité, nous n'avions alors aucune piste. » Évidemment, tout cela complexifie grandement l'affaire Abdallah, qui n'aura pas de procès avant juillet 1986, et un second en février 1987. Or, entre-temps, peu après les premiers attentats iraniens à Paris début 85, les Farles ont essayé de le faire libérer. Le 24 mars 1985, ils prennent en otage Gilles Sidney Perrol, attaché culturel à Tripoli, et demandent en échange de sa libération celle d'Abdallah, tout simplement. Le marché est donc passé, d'autant plus rapidement que Perrol est le fils de l'auteur Gilles Perrault, ami du ministre des Affaires étrangères Roland Dumas et proche du président Mitterrand. L'échange doit donc avoir lieu le 2 avril 1985, avec l'Algérie comme intermédiaire. Tout semble prêt de se résoudre. Mais si les Farles relâchent Perrol comme convenu, le gouvernement refuse, au dernier moment, de libérer Abdallah, se parjurant ainsi par violation de la parole d'État, il n'y a pas d'autre terme, et compromettant d'ailleurs ainsi au passage la parole de l'État algérien. Et pourquoi ? Parce que le jour même, quelques heures après la libération de Perrol, le hasard fait bien les choses, la police aurait découvert une nouvelle planque parisienne contenant des preuves accablantes contre Abdallah, interdisant donc sa libération aussi facilement, notamment l'arme ayant servi aux 2 assassinats de Charles Ray et Yakov Barsimentov en 1982. Planque dont le Nouvel Obs révélera pourtant début février 1987, peu avant le second procès d'Abdallah donc, que malgré cette découverte fortuite, elle était en fait connue depuis plusieurs mois par la police. Sans oublier que dans la malle où se trouvaient les potentielles preuves contre lui, le revolver et ses empreintes sur une bouteille de corrector, il y avait aussi un journal datant d'une journée après son arrestation. Arrestation qui de toute façon a eu lieu à Lyon quand la planque se trouvait à Paris. Voilà.
Bref, l'affaire se complexifie toujours plus, on s'interroge sur ce revirement étrange, la DST serait-elle derrière tout ça, le gouvernement aurait-il ses raisons, etc. Et d'aucuns se mettent aussi à soupçonner l'influence américaine, toujours fidèle allié d'Israël, et qui tient à savoir Abdallah enfermé, de manière d'autant plus impliquée que les Farl avaient aussi visé des cibles américaines, justement, comme Charles Ray. En tout cas, qu'il soit ou non derrière ce revirement de situation précis en avril 1985, les États-Unis vont bel et bien insister de plus en plus, et c'est encore le cas aujourd'hui, on va y revenir, pour maintenir Abdallah en prison coûte que coûte. Ainsi, avant même son premier procès du 10 juillet 1986, à l'issue duquel il est condamné à 4 ans de prison pour faux et usage de faux, association de malfaiteurs et détention d'armes, les États-Unis font largement pression sur la France, ne reculant devant aucune ingérence. Le 25 avril 1986, leur ambassadeur va chez le ministre de la Justice Chalandon pour exiger la plus grande fermeté. Le 4 juillet, Ronald Reagan en parle à François Mitterrand en visite à New York. Le 7 juillet, le troisième secrétaire de l'ambassade états-unienne a rendez-vous chez le juge Boulouk, en charge de l'affaire, pour réitérer cette pression. Puis celle-ci devient carrément publique. Le 9 juillet, la veille du verdict, David Epstein, l'attorney général américain, annonce publiquement que les États-Unis et la famille de Charles Ray seront partie civile du second procès déjà prévu, pour terrorisme, et ce, pour s'assurer de le condamner encore plus fermement. Le lendemain, face au verdict, 4 ans de prison donc, l'ambassadeur des États-Unis déclare publiquement sa surprise devant la légèreté de la peine prononcée, et quelques jours plus tard, le patron de la CIA vient même rencontrer le ministre de la Sécurité Robert Pandreau en menaçant de rompre les relations diplomatiques si le second procès ne s'avère pas plus sévère. Ce à quoi le ministre propose carrément de faire plus simple, exfiltrer George Abdallah au Moyen-Orient pour que la CIA l'y exécute discrètement. Voilà. Avec tout ça, il est évident que le second procès de février 1987 s'annonce mal, entre la pression américaine constituée partie civile, dont l'avocat sera Maître Kijman, ami de François Mitterrand, et l'acharnement politico-médiatique lui foutant les attentats iraniens sur le dos depuis des mois. Alors même que la DST a apparemment déjà appris peu avant le procès que la bonne piste est justement celle de l'Iran, et alors que l'Intérieur et son ministre Pasqua ne croient déjà guère plus à la piste Abdallah. De même aussi que l'arrestation, un mois après ce second procès, en mars 1987, du véritable responsable de ces attentats, Fouad Ali Saleh, n'aura aucun effet rétroactif sur le procès Abdallah. Mais peu importe, il servira de bouc émissaire durant ce second procès de février 87, inaugurant même la toute nouvelle cour spéciale créée en septembre 1986 pour juger les actes de terrorisme. Si le procureur requiert une peine maximale de 10 ans de prison, vu le manque de solidité des maigres preuves accumulées contre Abdallah, la DST sait par exemple pertinemment, comme l'avouera son patron Yves Bonnet, qu'il n'a pas assassiné Barsimentov puisque le fils de celui-ci a témoigné avoir vu une femme au large postérieur le faire, au point que les services de la DST la surnommaient gros cul, eh bien il est quand même finalement condamné à perpétuité. Voilà, pour complicité d'assassinat. Pour avoir donc au maximum, et sans qu'on puisse réellement le prouver, commis un meurtre. Comme le dit Yves Bonnet en 2011, qui demande aujourd'hui sa libération et qui connaît bien l'affaire, puisqu'il était lui-même partie prenante de celle-ci à l'époque, la France a subi tout au long de cette affaire d'énormes pressions diplomatiques pour que celui qui a assassiné non pas des diplomates, mais en réalité un agent de la CIA et un membre du Mossad, reste en prison. Il ajoute même, je cite, qu'Abdallah avait le droit de revendiquer les actes commis par les Farl comme des actes de résistance. Après, on peut ne pas être d'accord, c'est un autre débat, mais il faut se souvenir du contexte aussi, des massacres de Sabra et Shatila, dont les coupables n'ont jamais été punis. Et aujourd'hui, la France garde cet homme derrière les barreaux, alors qu'elle a libéré Maurice Papon. Fin de la citation. Voilà. Et pourtant, c'est pas non plus un camarade révolutionnaire marxiste d'Abdallah, le chef de la DST. Il a même fini élu RN au régional de 2021. Mais il y a mieux. Quelques jours plus tard, le 6 mars 1987, l'un de ses avocats, le fameux Jean-Paul Mazurier, avoue publiquement au journal télévisé qu'il a trahi son client depuis le début, puisque de 1984 à 1986, il a travaillé pour la DGSE. Bon, en réalité pour la DST d'ailleurs, ce qui en dit long sur la perspicacité du personnage, et qu'il a donc transmis au service secret français tout ce que lui disait son client. Il sort même un bouquin pour le dire, bouquin sous presse au moment du procès. Et est-ce qu'à votre avis, tout ça fait réviser le procès en question, puisque le procédé est hautement illégal? Absolument pas. Et d'ailleurs, si même avec une taupe aussi centrale que l'un des avocats de l'accusé qui le connaît depuis 1982, c'est-à-dire la période où ces attentats ont eu lieu, si avec ça on arrive à trouver aussi peu de preuves contre lui, c'est dire. Bref, le voilà condamné à perpétuité, les États-Unis, la France et Israël sont contents, mais le droit français autorise tout de même les condamnés à perpétuité à faire au bout de 15 ans des demandes de libération conditionnelle. Autrement dit, il est libérable depuis 1999. Mais s'il a fait près d'une dizaine de fois la demande, ça n'a jamais rien donné. Par exemple, en 2003, la juridiction de Pau
a accepté sa demande de libération, mais le gouvernement a fait appel et la décision a été infirmée. Mieux, en 2012, le tribunal d'application des peines de Paris prononce sa libération, à condition qu'il soit expulsé à sa sortie vers le Liban. Liban qui de toute façon réclame son retour depuis longtemps, tandis que lui-même veut tout bonnement y rentrer. Pourquoi resterait-il en France? Bref, il suffirait que le ministre de l'Intérieur signe cet arrêté d'expulsion vers le Liban. Évidemment, le gouvernement fait appel, une fois de plus, guère désireux de le libérer, mais sans succès. À une époque où la ministre de la Justice, Christiane Taubira, réaffirme fermement l'indépendance de la justice par rapport à l'exécutif, la Cour d'appel maintient début janvier 2013 la décision de libérer Georges Abdallah sous la condition de son expulsion vers le Liban. Mais s'il est toujours en prison, c'est bien que Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, n'a pas signé. Alors pourquoi? Eh bien, en 2016, on a eu la réponse. Wikileaks a révélé qu'à cette époque, Hillary Clinton, qui était secrétaire d'État des États-Unis, a fait savoir par mail au ministre des Affaires étrangères français Laurent Fabius que les États-Unis, encore une fois en ingérence totale dans les affaires françaises, refusaient qu'Abdallah sorte de prison. Je cite, « Bien que le gouvernement français n'ait aucune autorité juridique pour annuler la décision de la Cour d'appel du 10 janvier, nous espérons que les autorités françaises puissent s'appuyer sur d'autres bases pour remettre en cause la légalité de cette décision. » J'ai rien d'autre à ajouter. Et donc depuis, aucun ministre de l'Intérieur n'a signé l'arrêté, alors même qu'il a été plusieurs fois reconnu qu'Abdallah ne représentait pas une menace publique. Face à cette impasse juridique, la rapporteuse publique Madame Baratin, ça ne s'invente pas, a même déclaré en 2022, après un énième rejet de demande de libération, je cite, « qu'une telle solution n'est guère satisfaisante, mais qu'aucune autre ne serait envisageable dans le cadre juridique, espérant donc que la situation de Georges Abdallah, je cite, « puisse évoluer par d'autres voies ». Autrement dit, elle avoue que la justice ne peut rien faire face à cet acharnement politique. Et pourquoi un tel acharnement? Parce qu'il refuse de renier ses convictions, son combat et ses méthodes, parce qu'il demeure fermement anti-impérialiste, antifasciste et antisioniste, et qu'il ne renoncera pas à la lutte palestinienne, alors qu'on le lui demande. A l'inverse, il a même utilisé ses procès pour revendiquer la légitimité de ses combats et attirer l'attention publique au-delà des juges sur la situation au Proche-Orient et l'hypocrisie occidentale par rapport à ça. En soi, comme d'autres révolutionnaires avant lui, comme Gracchus Babeuf, Auguste Blanqui ou Karl Liebknecht, qui ont utilisé leur procès de la même manière. Comme le disait ce dernier, « Je suis ici pour accuser et non pour me défendre ». Une attitude donc courageuse mais risquée, en s'affichant comme prisonnier politique, en refusant de renier les actions des Farl et surtout en utilisant son procès comme tribune, il sait qu'il risque une peine plus lourde. Mais il n'hésite pas. Il va ainsi par exemple lancer durant son procès à ses juges « Avec quelle sérénité et quelle indépendance prétendez-vous juger des actes de guerre en les isolant du processus général de l'agression impérialiste perpétrée contre notre peuple? Dans quelle mesure, vous, représentants de l'impérialisme français, n'êtes-vous pas impliqués dans cette guerre ?» Évidemment, ça ne plaît pas beaucoup. Et ainsi, depuis ce second procès de 1987, il n'a nullement faibli dans sa résolution. Au contraire, malgré son enfermement, il multiplie même les prises de position politiques et continue la lutte comme il le peut, se maintenant informé autant que possible de la situation mondiale, écrivant de nombreux communiqués, faisant des grèves de la faim, renouvelant toujours son soutien à la Palestine, ainsi qu'aux autres luttes dans un esprit de convergence. Bref, il est resté militant. L'État français peut donc agiter sous son nez sa libération vers le Liban en échange de son reniement, il lui tient bravement tête. Alors même que de ce que disait son avocat Mazuri en 1987 à propos de ses premières années d'enfermement, eh bien, il semblait mal vivre cet enfermement, profondément amoureux qu'il était des oiseaux et des fleurs. Ça peut paraître cucu, mais c'est comme ça. Pour autant, il résiste toujours, il refuse de céder, et notre sordide actualité, en Palestine ou au Liban, prouve que son combat n'a jamais cessé de demeurer pertinent. Et ainsi, en soi, tout ça nous parle beaucoup du rapport à la politique et à l'histoire. Ça n'est pas pour rien que je vous en parle, ça n'est pas pour rien qu'à l'époque on est venu me chercher pour que je m'intéresse à ce sujet-là. Prenez Nelson Mandela, qui, lui aussi, pratiqua des méthodes de résistance assimilées au terrorisme, du moins appela à les faire, ce qui l'amena à être considéré jusqu'en 2008 comme terroriste par les États-Unis, malgré un prix Nobel de la paix en 1993 et un mandat présidentiel sud-africain de 1994 à 1999, tout de même. Eh bien, Nelson Mandela, tout le monde le sait, a fait 27 ans de prison. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, où je tourne cette vidéo et où je vais la monter, le 24 octobre 2024, donc, cela fait 40 ans jour pour jour qu'Abdallah est en prison, à plus de 72 ans. Et tant qu'il y sera, tant qu'il n'en sera pas sorti, on nous fera toujours voir en l'un un héros, un résistant, et en l'autre un bandit, un terroriste, etc. Termes qui sont avant tout une affaire de perspective. Je veux dire,
L'histoire a retenu que les combattants qui ont lutté contre le Troisième Reich de manière clandestine étaient des résistants. Pourtant, le Troisième Reich en question les désignait comme des terroristes. Tout comme les luttes d'indépendance vietnamiennes et algériennes sont désormais considérées comme justes et ayant bien fini, comme légitimes et bonnes pour ces peuples qui se sont émancipés, alors que la lutte palestinienne est plus sujette à caution que jamais, au point que les médias occidentaux nous bombardent en diabolisant même les enfants palestiniens comme des terroristes en puissance. Et ces dernières semaines rebelotent, ils nous tiennent le même discours sur les populations libanaises. Dans les deux cas, que ce soit Nelson Mandela par rapport à Georges Abdallah ou que ce soit la lutte vietnamienne par rapport à la lutte palestinienne, la différence se joue dans le fait que certains combats ont été résolus, font partie du passé, font donc désormais partie de l'histoire et qu'il est facile de se prononcer dessus sans prendre de risques. Tandis que d'autres, n'étant toujours pas résolus et demeurant terriblement actuels, demandent de l'engagement pour passer de l'actualité politique à l'histoire, et pour enfin être reconnus comme profondément justes et légitimes s'il y a matière à ce que ce soit le cas. Donc une fois de plus, ne disons pas que l'histoire n'est pas politique, elle n'est que politique. Bref, aujourd'hui, comme il y a 40 ans déjà, libérons Georges Abdallah, libérons le Liban et libérons la Palestine. Face au climat délétère d'oppression et de manipulation, la solidarité s'avère pour ce qu'elle est une arme indispensable pour tous ceux et celles qui résistent et refusent de se renier. Honneur aux martyrs et au peuple en lutte, ensemble camarades, nous vaincrons. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo très particulière jusqu'au bout. Les manières différentes de soutenir potentiellement Georges Abdallah, ça peut être de rejoindre la campagne unitaire pour sa libération. Vous aurez un lien dans la description. Vous pouvez tout simplement partager ce genre d'informations autour de vous. Si encore une fois ça vous chante, je comprendrai que ce ne soit pas du tout le cas, que ce ne soit pas la tasse de thé de tout le monde, que même certains continuent à penser qu'il vaut mieux qu'il croupisse en prison, même si bon, je n'ai pas beaucoup de respect pour ce genre de pensée, mais je peux comprendre, la question n'est pas là. Mais vous pouvez aussi, je ne sais pas, participer à des manifestations. Par exemple, si vous habitez dans les Pyrénées, il y aura ce samedi 26 octobre une manifestation à Lannemezan devant la prison dans laquelle il est détenu. Vous pouvez écrire à vos élus, qu'ils soient locaux ou à l'échelle nationale, etc. Il y a plusieurs choses à faire, il y a des manifestations à rejoindre, il y en a eu beaucoup aujourd'hui, encore une fois. Déjà, le simple fait de faire savoir et de faire connaître la situation abracadabrantesque qu'est l'affaire Abdallah pourrait déjà éventuellement faire avancer ça. Et encore une fois, il me semble qu'il est intéressant et important d'en parler, non seulement parce que ça fait 40 ans qu'il est en prison, mais parce que précisément le contexte dans lequel adviennent ces tristes 40 ans, ce triste anniversaire, est précisément le même que celui dans lequel il a commencé ses actions dans les années 80. L'invasion, encore une fois, du Liban sous prétexte palestinien. Et ça n'est pas normal. Ça devrait nous alerter. On ne devrait pas pouvoir tolérer ça. Mais bref. Bref, sur ce, je retourne à mes pénates plus historiques, contrairement à cette vidéo très particulière sur laquelle je travaillais depuis très longtemps, etc., qui est dans un domaine, encore une fois, tout autant historique qu'il est politique, mais qui est peut-être plus de l'ordre du travail journalistique. Il est évident que certains trucs sont potentiellement sujets à caution, que des infos ne sont pas encore vérifiées ni vérifiables, parce qu'on n'a pas accès à toutes les archives, tout simplement. Mais bref, il me paraissait important de le faire. Je retourne donc à des sujets plus historiques désormais. J'ai quelques idées sympathiques de vidéos un peu one-shot à faire qui vont être assez chouettes. Et voilà, en attendant ça, je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté, même si j'imagine bien que ce n'était pas forcément la tasse de thé de tout le monde. Je vous souhaite de bien vous porter, et je vous dis à bientôt. Ciao.